Il est 14h14 précisément sur BFM TV. Soyez les bienvenus. Bonjour Valentin. Bonjour Elisa. À la une cet après-midi, il n'y aura pas de nouveau Premier ministre avant le 23 août. Emmanuel Macron s'entretiendra à cette date avec les chefs de groupe et les chefs de parti. C'est à l'issue de ces discussions qu'un chef de gouvernement sera nommé. On en parle avec Anthony Lebos dans un instant. Une énième agression de médecin. Cette fois, c'est à Marseille que ça se passe dans un cabinet des quartiers nord. Une médecin reçoit deux patientes qui lui demandent une ordonnance pour une tierce personne. Elle refuse et se voit alors asséner de coups, un acharnement violent qui a traumatisé la soignante. Kamala Harris et Joe Biden en meeting commun dans le Maryland. Les deux dirigeants des États-Unis promettent de battre Donald Trump. Ils ont également annoncé des baisses historiques sur les prix des médicaments aux États-Unis. Une mesure évidemment très populaire. 1,66 € le litre. Le prix du gazole n'a jamais été aussi bas depuis 15 mois. Une aubaine pour les automobilistes en ce dernier week-end de chassé-croisé. Cela fait donc maintenant 1 mois et 10 jours que les élections législatives sont terminées et nous n'avons toujours pas de Premier ministre. Elisa. Non, toujours pas, mais ça commence à bouger. Ça y est, Anthony Lebos nous a rejoint. Anthony du service politique de BFM TV. Bonjour. On a appris ce midi qu'Emmanuel Macron conviait les présidents de groupes parlementaires et les chefs de parti le 23 août. Oui, c'est la date à cocher dans l'agenda politique, effectivement, après 5 semaines, après les résultats du second tour des législatives. Le vendredi 23 août, à l'Élysée, Emmanuel Macron a convié donc tous les chefs de parti, chefs des groupes parlementaires, dit-il, pour une série d'échanges. Ce sont des consultations comme il avait pu le faire justement après sa réélection en 2022. Par ces rendez-vous, il s'agit de continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays, écrit l'Élysée. Au fond, ça fait référence aussi à la lettre du président de la République aux Français qu'il avait envoyée le 10 juillet dernier après les législatives, où il avait demandé aux forces politiques, plutôt de l'arc républicain, en tout cas les forces politiques qui avaient vu des députés élus grâce à ce front républicain, eh bien de discuter, de s'accorder, de se consulter justement pour avoir une forme de coalition qui soit large et stable. Voici ce que dit aussi l'Élysée. Dans un esprit de responsabilité, l'ensemble des dirigeants politiques doivent travailler à mettre en œuvre cette volonté. Enfin, l'Élysée dit ceci: la nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations et de leurs conclusions. Fin de citation. Ça veut dire, bien sûr, premier renseignement, qu'il n'y aura pas de Premier ministre ni ce week-end, ni en début de semaine prochaine, ni même, on peut y penser effectivement, à la fin de la semaine prochaine. Donc il y a une fenêtre de tir, au fond, soit un petit peu avant l'ouverture des Jeux paralympiques le 28, soit peut-être aussi après, c'est-à-dire le 8 septembre, mais par cette initiative politique, Emmanuel Macron veut aussi laisser le temps aux groupes parlementaires et aux forces politiques de s'accorder. On a vu qu'il y avait des échanges de lettres épistolaires cette semaine. Alors il y en a une qui n'est ni chef de parti ni chef de groupe parlementaire, c'est Lucie Castet. Absolument. Et Lucie Castet sera bien présente à cette réunion à l'Élysée avec les chefs des groupes parlementaires du Nouveau Front Populaire ainsi que les chefs des partis de cette coalition de gauche. C'est ce que nous confirme l'entourage du président. Je cite: le président ne s'y oppose évidemment pas si c'est une demande collective et que les forces politiques du Nouveau Front Populaire jugent que c'est utile pour que l'échange soit constructif. Fin de citation. C'est en l'occurrence une demande collective de l'ensemble des chefs de groupe et chefs de parti de la coalition de gauche qui, au fond, seront présents, non pas pour demander la nomination de Lucie Castet à Matignon, mais pour exiger la nomination de Lucie Castet à Matignon. Mettre la grosse pression. Oui, au motif, selon la gauche, que la coalition du NFP est arrivée en tête de ces élections législatives et que ce serait, selon eux, la logique de la démocratie. D'ailleurs, Lucie Castet a donné un entretien chez nos confrères de la Marseillaise, dans les colonnes de ce journal, en disant, je cite, qu'elle avait hâte que cette cohabitation commence. Donc c'est une forme de pression. C'est aussi symbolique parce que ce sera au fond la première réunion entre la potentielle future première ministre en tout cas dans l'esprit de la coalition de gauche et le président de la République. Ce sera vendredi 23 prochain. Alors Anthony, on a parlé de semaine épistolaire parce que tout le monde s'écrit en ce moment à l'Assemblée. Et la dernière en date, eh bien, c'est Gabriel Attal qui écrit ce matin aux députés Ensemble, ceux qui n'ont pas été réélus. Absolument. Il a écrit hier aux députés de son camp sortant en les félicitant, en les remerciant, en disant notamment: ensemble, nous avons su construire ce qui restera comme le bilan de 7 ans d'action déterminée et résolue. La France a bougé, la France a changé, la France a progressé. Nous gardons la tête haute car nous avons déjoué les pronostics, dit aussi Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, qui au fond fait une sorte de session calinothérapie avec les députés sortants et les intime de continuer leur engagement sur le terrain même s'ils ne sont plus députés. Il dit aussi ceci: la situation est difficile, mais nous avons le devoir de continuer à nous battre.
Fin de citation. Il veut continuer le combat et ce combat, quand il ne sera plus à Matignon, il le mènera à l'Assemblée nationale puisqu'il est désormais président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, anciennement Renaissance, qui est le groupe du parti présidentiel. Merci beaucoup Anthony, on va suivre évidemment tout cela. Une autre affaire maintenant, une affaire qui se répète bien trop souvent. Une médecin a été agressée à son cabinet par 2 patients. Ouais, les faits se sont produits lundi soir dans les quartiers nord de Marseille. La praticienne de 35 ans a simplement refusé de délivrer une ordonnance à une tierce personne qui n'était pas présente. Elle a reçu 4 jours d'ITT. Mathis Menu avec les équipes de BFM TV. Lundi soir à 18h30, la jeune médecin de 35 ans reçoit 2 jeunes filles. Les patientes souhaitent une ordonnance pour une tierce personne absente du rendez-vous. Face au refus, les 2 jeunes filles l'agressent. Ils sont mises toutes les 2 à la frapper, donc violemment, lui arracher les cheveux, à la mordre, à la griffer. Enfin bref, c'était un acharnement violent qui a duré plusieurs longues minutes. Il n'y avait personne au cabinet dans le centre, donc elles se sont arrêtées quand elles en avaient marre de la taper et puis elles sont parties. Aujourd'hui, elle est complètement traumatisée. Elle n'a pas repris ses consultations. Le cabinet est fermé. Et elle se demande même si elle va reprendre les consultations ou si elle va quitter le cabinet. Dans ces quartiers nord de Marseille, ce genre d'agression se multiplie et de plus en plus de médecins refusent de venir y travailler. C'est pas une surprise pour nous. On sait que ça s'est passé dans les quartiers nord et nous dénonçons depuis pas mal d'années que dans nos quartiers, il se passe énormément d'agressions. C'est extrêmement difficile pour non seulement le personnel mais aussi le personnel médical. Et là, on a encore la preuve concrète que dans nos quartiers, il faut absolument plus de sécurité, que les pouvoirs publics prennent à bras le corps ce sujet. Un rassemblement citoyen est organisé le jeudi 22 août à 18h devant le cabinet en soutien à la médecin agressée. On en vient à la campagne présidentielle aux États-Unis et ce meeting commun de Kamala Harris et Joe Biden. Le président et la vice-présidente sortante sont apparus côte à côte dans le Maryland. Ils se sont félicités l'un l'autre et promettent de battre Donald Trump. Écoutez. C'est mon éternel et immense honneur, je dois vous le dire, de servir aux côtés de cet être humain, américain et leader des plus extraordinaires, notre président Joe Biden. Les amis, j'ai une partenaire incroyable. Elle fera une sacrée présidente. Permettez-moi de vous dire ce qu'est notre projet 2025. Battre les républicains à plat de couture. Je ne plaisante pas. Et on part tout de suite aux États-Unis retrouver notre correspondant à Washington, Antoine Delard. Antoine, un meeting de communication, mais surtout d'annonces. Oui, exactement. Alors en fait, Joe Biden n'est pas appelé à jouer un grand rôle dans la campagne de Kamala Harris, mais hier, il avait une très bonne nouvelle à annoncer et c'est pour cette raison qu'il a fait venir sa vice-présidente sur scène, Joe Biden, qui annonce une baisse historique du prix de plusieurs médicaments et ce, grâce à une loi qu'il a fait passer et qui va soulager le portefeuille de millions d'Américains. À quelques mois d'élection, ça tombe à pic et il veut donc partager cette belle victoire avec la vice-présidente Kamala Harris. C'est vrai que le pouvoir d'achat, ce sera l'un des grands enjeux de cette campagne électorale. Sur les questions économiques, on voit néanmoins que Donald Trump part avec un avantage. Sa carrière de businessman rassure de très nombreux Américains. Mais dans les sondages, on voit que progressivement, sur l'économie, Kamala Harris est en train de rattraper son retard. Qu'est-ce qu'on sait justement pour l'instant, Antoine, sur le programme économique de Kamala Harris ? Alors pas grand-chose, mais justement aujourd'hui, elle va présenter son programme économique dans un discours en Caroline du Nord. On attend de nombreuses propositions pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains, par exemple des aides sur le logement, pour l'accession à la propriété, des initiatives aussi pour faire baisser le prix des denrées alimentaires. En fait, toute la difficulté pour Kamala Harris, ça va être à la fois d'assumer le bilan de Joe Biden, mais aussi de s'en détacher, parce que pendant le mandat de Joe Biden, l'inflation a explosé et pour beaucoup d'Américains, le président Biden est associé à la vie chère. Harris qui va aussi essayer d'établir un contraste entre elle et Donald Trump. Elle se présente comme la candidate des classes moyennes face à Trump, le milliardaire, le candidat des riches. C'est en tout cas ce qu'elle dit. Trump qui a déjà réagi, il accuse Harris de vouloir plonger l'Amérique dans le communisme.
Antoine Loire depuis Washington pour BFM TV. On va parler maintenant des automobilistes puisqu'il y a une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui roulent au diesel. Le prix du gazole n'a jamais été aussi bas depuis 15 mois. 1,66 € le litre en moyenne. L'an dernier, à la même période, il frôlait les 2 €. Alors on voit ça avec Milan Argelas, Théo Bassilana, les équipes de BFM TV. Surprise pour ces automobilistes en arrivant à la pompe. Quand j'ai vu le prix, ah ben oui, en effet. 1,63 € le gazole, une bouffée d'air frais. Plus ça baisse, plus on est gagnant, on est content. Ça nous fait économiser pour faire des courses. Ça peut être au restaurant, ça peut être le cinéma, ça peut être un petit voyage, une sortie, voilà, un petit plaisir. D'autres en attendent encore plus. C'est pas mal, mais on est loin du compte. Et c'est mieux, parce qu'évidemment, ça laisse plus de pouvoir d'achat. Mais je ne peux pas dire que je reporte l'argent pour autre chose, quoi. En moyenne, il y a une semaine, le gazole était à 1,66 € le litre. Par rapport à la même semaine en août l'année dernière, le litre de gazole coûte 17 centimes de moins. Une économie de 8,50 € environ pour un plein complet. Mais alors, comment expliquer cette baisse du prix du gazole? Cette baisse est due uniquement à la baisse du prix du pétrole brut. Le baril de brut a un prix qui, je rappelle, est mondial. Début juillet, il était de 87 $ et cette semaine, il est à 81 $. Donc la baisse du brut a été entièrement répercutée sur les prix à la pompe. Une baisse des prix qui s'explique aussi par la fin des craintes de pénurie liées à la guerre en Ukraine. Les marchés restent sensibles aux conflits internationaux, en Ukraine donc, mais aussi au Moyen-Orient. Bon, on n'oublie pas tous ceux qui roulent à l'essence. Les prix ne connaissent pas une baisse aussi importante. Oui, le litre de samplon 95E10 coûte en moyenne 1,78 €. Pour le samplon 98, c'est 1,89 € en moyenne. Dans les deux cas, c'est environ quand même 10 centimes de moins que l'an dernier. Moins réjouissant maintenant, les pluies incessantes de ce printemps, la grêle sous les orages, mais aussi après la canicule depuis plusieurs mois, sale temps pour les agriculteurs. Et les agriculteurs qui sont contraints de s'adapter face au dérèglement climatique. Marine Mulset est allée rencontrer les exploitants agricoles qui ne cessent d'innover pour préserver leur culture. Sur des images de Nassim Gomri. La région de Grenoble n'échappe pas non plus au dérèglement climatique et donc je me trouve avec Kevin Perrault, un maraîcher de Murianette qui lui a trouvé des petites astuces pour s'adapter à la chaleur. Alors vous m'expliquiez Kevin, vous avez fait des petites installations là pour garder le frais. Oui, alors j'utilise en fait sur toutes mes planches de culture du broyat de déchets verts, ce qui permet de garder la fraîcheur dessous et l'humidité. Donc les plantes elles souffrent moins du chaud. Et vous avez aussi une deuxième astuce juste derrière vous, vous avez planté des pommiers. Alors ces pommiers, qu'est-ce qu'ils apportent avec la chaleur? Alors je commence à planter des haies de pommiers, en fait, pour créer un îlot de fraîcheur et un petit peu d'ombrage sur les cultures. Et donc tout ça en fait dans le but de réduire un petit peu la température et de soulager le confort des cultures. En revanche, vous me disiez, il y a deux choses contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter, c'est l'eau et les orages. Alors, pour ça, qu'est-ce que vous faites? Oui, mon pire ennemi, c'est la grêle. Alors là, honnêtement, je suis complètement démuni, j'ai rien à faire. J'ai juste à croiser les doigts pour que ça grêle pas. Et l'autre facteur, c'est vraiment l'eau. Donc voilà, le jour où je peux plus irriguer mes cultures, je serai obligé d'arrêter le métier. Et avec ces changements de température et ces nouvelles chaleurs, il y a des produits que vous ne pouvez plus faire ou que vous changez? Oui, alors j'essaye de trouver de nouvelles variétés plus résistantes à la chaleur et certaines variétés, même certains légumes, j'arrête complètement parce qu'ils supportent plus la chaleur. Eh ben, merci beaucoup Kevin et vous le voyez, Kevin qui est très ingénieux pour lutter contre le dérèglement climatique.